L'objectif de ce cours, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on va faire pour créer une application pour Android. Alors, comment est-ce que nous, on va faire pour créer une application pour Android? Ça ne veut pas dire comment est-ce qu'il faut faire pour créer une application pour Android. Il y a évidemment plusieurs façons de procéder. Ça, c'est la façon qu'on va utiliser nous. C'est la plus courante, en fait. Donc, aujourd'hui, pour créer une application pour Android, on va utiliser un IDE, un environnement de travail, qui s'appelle Android Studio. Cet environnement de travail est celui qui est fourni par Google. Vous savez également que c'est le même Google qui va maintenir le système Android. Donc dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? Un ensemble indispensable d'outils pour développer des applications. Ce sont des outils qui ont été spécialement fabriqués pour pouvoir créer des applications pour Android. Et donc on va avoir un outil qui permet de gérer l'installation du SDK de l'Android qu'on veut utiliser. Donc au départ, on est invité à créer un projet. Ce projet, il peut avoir plusieurs types. Donc le type que nous, on va utiliser, c'est un type Empty Activity. Et puis, il n'apparaît pas ici dans l'image, mais on va vous demander également avec quelle API est-ce qu'on souhaite utiliser, est-ce qu'on souhaite créer l'application. Donc on va vouloir utiliser une application pour qu'elle soit utilisable sur des téléphones de type Android. Ces téléphones de type Android, vous savez qu'il y a plusieurs générations qui existent et qui sont en fonctionnement en ce moment. Donc si on utilise un API ancien, un API par exemple 20 ou 17, on va utiliser, donc on va créer une application qui sera lisible par énormément de personnes. Mais l'inconvénient, c'est qu'on va manipuler des librairies qui sont aujourd'hui plus maintenues par Android. Et donc, on va être souvent embêté avec des warnings en termes de compilation, etc. Donc il faut trouver le juste milieu. Moi j'utilise des API qui permettent à peu près 2/3 de la population de pouvoir manipuler mon application. En l'occurrence API 25 au moment où je vous parle. Donc après quelques secondes de préparation, alors je dis secondes, mais ça peut aller à plusieurs minutes en fonction de l'ordinateur sur lequel vous faites tourner l'environnement de travail. Sachez que Android Studio est quand même assez consommateur de ressources. Donc vous avez beaucoup de fenêtres avec beaucoup d'informations et c'est pas toujours clair de comprendre exactement ce dont il s'agit. Vous avez également la possibilité de venir faire tourner votre application dans un environnement qui va être un device virtuel que peut faire tourner Android Studio. Donc il va vous inviter également à créer un virtual device lorsque vous lancez pour la première fois votre application. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de créer votre application, de lancer votre application directement sur votre téléphone, sans passer par les devices virtuels, donc en lançant directement depuis Android Studio vers votre application. Il y a des petites manipulations, vous trouverez sur Internet des astuces des astuces d'installation pour pouvoir faire ça. En tout cas, si on utilise, comme je le fais moi, des devices virtuels, vous devez forcément lui placer dessus un système d'exploitation qui aura une API au moins égale à l'API que vous avez choisie au départ. Donc au départ, lorsque on crée donc une nouvelle application, cette application, elle va pouvoir fonctionner sur votre téléphone, mais pour fonctionner sur votre téléphone, elle va demander des ressources. Ces ressources sont placées dans un sous-dossier ressources. Vous aurez également du code qui sera placé, nous on va coder en Java, donc il sera placé dans un dossier Java. Et puis vous avez une autre partie dans l'application, un autre dossier dans l'application qui concerne le manifeste. Le manifeste, on va le voir tout à l'heure, c'est un fichier XML qui contiendra des informations sur l'application qui sont obligatoires. Vous avez à côté de l'application un dossier GraddleScript qui donne des informations de compilation à Android Studio. Ici, pour l'instant, on ne touchera pas ce dossier GraddleScript. On en
aura peut-être besoin quand on fera des choses un peu plus avancées, avec par exemple les caméras ou GPS. Alors regardons d'abord ce qu'il y a dans le manifeste. Le manifeste, donc c'est un fichier XML. Ce manifeste, on va trouver dedans donc le nom du package de l'application. Donc ça servira d'identifiant unique. On va trouver dedans donc l'ensemble des composants de l'application et on va trouver dedans surtout les permissions nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Et puis, on va trouver également les informations sur le fameux API, qui sera l'API requis pour exécuter l'application, et éventuellement d'autres librairies. On va trouver, c'est pas noté ici, mais quelque chose d'important, c'est que chaque activité, on n'a pas défini ce que c'était que des activités, on va le définir après, chaque activité de votre application devra être décrite explicitement dans le manifeste. Le dossier ressources. Le dossier ressources, c'est un dossier, si on l'ouvre, qui contient, lui, plusieurs sous-dossiers. Un sous-dossier drawable, un sous-dossier layout, menu et values. Il contiendra des fichiers XML. Chacun de ces sous-dossiers vont contenir des fichiers XML ou des fichiers images. Ici, on va voir, par exemple, dans le dossier MipMap, il va contenir les icônes dont va avoir besoin l'application. Le dossier drawable, on viendra placer dedans les images de l'application. Dans le dossier layout, on va revenir dessus ce que c'est que les layouts, on va placer des fichiers XML qui en réalité seront les vues de l'application. Et puis on va trouver le dossier values. Dans ce dossier values, retenez qu'il y a trois fichiers importants, le fichier strings, le fichier styles et le fichier dimens. Donc ils sont au pluriel à chaque fois. Strings va contenir des chaînes de caractères, donc sous la forme clé-valeur, donc le nom de la chaîne et le contenu de la chaîne. Style, c'est la même chose avec par exemple des couleurs. Et dimens pour les valeurs numériques. L'idée de ça, c'est de pouvoir créer des applications qui seront facilement transformables. Si je veux, par exemple, passer d'une application français en anglais, je n'aurai plus qu'à changer un fichier, le fichier strings en l'occurrence. Dans mon fichier layout, dans mon fichier res layout, je vais trouver des fichiers XML qui vont décrire comment sont placés les éléments de ma vue. Les éléments de la vue, on va les appeler les widgets. Donc dans mon fichier, dans mon layout, c'est un conteneur de widgets. Dans mon fichier values, je vous ai dit tout à l'heure, je vais retrouver dedans des fichiers de définition, de chaînes, de tableaux, de valeurs numériques, de couleurs, etc. J'ai le droit de venir rajouter, il n'y est pas par défaut, des dossiers comme Anim par exemple, qui pourront contenir des descriptions d'animation et d'autres sous-dossiers éventuellement. Android Studio gère automatiquement un certain nombre de choses, par exemple la rotation de l'écran, par exemple la qualité d'affichage. Donc si je veux pouvoir faire une application qui sera visible à la fois par des appareils de haute qualité ou de moyenne qualité et de basse qualité, je vais pouvoir distinguer les images que je vais rendre disponibles pour l'un ou l'autre en mettant une image différente en HDPI et en LDPI et en MDPI. Donc HDPI pour haute qualité, LDPI low pour basse qualité et MDPI moyenne qualité. Évidemment, on n'est pas obligé de faire ça, on peut mettre simplement dans drawable, et puis si on met simplement dans drawable, il va les prendre automatiquement, quelle que soit la HDPI, LDPI ou MDPI, aller prendre la valeur qui est par défaut finalement. Quand on va coder en Java, on va avoir besoin de récupérer les éléments qu'on a écrits, qu'on a placés dans le dossier ressources. Alors là, c'est pas magique, mais le compilateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer chaque élément que vous avez placé, et il va les placer dans une classe abstraite R. Cette classe abstraite, je vais pouvoir ensuite l'utiliser partout dans mon code Java en faisant r.letype.lenom. Par exemple, je pourrais faire r.layout.activitymain.xml. Il n'y aura pas le point .xml à la fin.
Si j'ai besoin de récupérer une image, je vais faire r.drawable. Et le nom de l'image. Donc en résumé, pour faire simple, la classe R, c'est donc une classe statique qui va permettre de récupérer des éléments. Cette classe statique, elle est régénérée automatiquement à chaque fois que je compile mon projet. Si jamais j'ai un problème dans ma classe R, ça veut dire qu'en réalité j'ai un problème dans les ressources. Donc j'ai intérêt à regarder les fichiers de ressources, souvent ce sont les fichiers XML. Donc je vais regarder mon fichier XML et puis je vais le mettre à jour. Si l'erreur persiste, j'ai la possibilité de faire un build clean qui va effacer la classe R et qui va la recréer au prochain build intégralement. Pour développer mes activités, je vais besoin de créer une classe par activité. Alors pour faire simple au départ, on peut se dire qu'une activité c'est un écran, ou encore qu'une activité c'est le contrôleur de ma vue. Les ressources de mes activités donc, sont des layouts, on a vu. Donc, dans mes ressources, je vais vouloir associer à chaque activité un layout. Et puis, pour pouvoir fonctionner, je vais devoir indiquer que mon activité va hériter de Activity. Activity ou un enfant de Activity, par exemple AppCompa Activity. Donc, lorsqu'on va créer un nouveau projet, Android Studio vous a créé automatiquement donc une activité minimale. Et cette activité minimale, on va voir à quoi elle ressemble. Elle est ici, elle est indiquée. Voilà le code généré pour l'activity. Donc, on voit que son nom, c'est Main Activity. Par défaut, dans les conventions de nommage, donc chaque fois qu'on a une activity, ça finit par le mot-clé Activity. La première activité, c'est-à-dire celle sur laquelle on veut démarrer l'application, s'appelle Main Activity, et les autres, elles ont des noms significatifs. Ici, je vois que je vais devoir surcharger, donc je vois que j'hérite bien de l'enfant de Activity. Je vais devoir surcharger ma méthode onCreate. Ma méthode onCreate qui prend en paramètre ce bundle, je vais tout de suite appeler le onCreate du parent, en lui repassant le paramètre. Et puis j'ai relié mon activité ici à ma vue qui s'appelle ActivityMain. Vous voyez le système de nommage. Hein. Donc moi je m'appelle mainActivity.java et je suis relié avec ActivityMain.xml. C'est pas indiqué ici, mais évidemment le fichier ActivityMain est un fichier XML. Donc dans ce fichier XML, je vais avoir un conteneur d'objets. Alors ces objets, on les appelle des widgets, un conteneur de widgets. Et ce conteneur de widgets s'appelle un layout. Ce layout, il a on a plusieurs types de layouts qui sont à notre disposition. On va avoir par exemple des linéaires layouts, des constraints layouts, des relative layouts, table layout, frame layout et d'autres évidemment. Les plus utilisés, ça va être les trois premiers. Donc le plus basique, c'est le linear layout. Chaque fois que je vais utiliser un layout, je vais utiliser donc des propriétés qui sont des propriétés intrinsèques à ce layout. Par exemple, le linear layout, je sais que dedans, lorsque j'ai un linear layout, chaque fois que je vais placer des éléments, des widgets, des boutons, des images, etc., je vais les placer de gauche à droite. Si mon layout a une orientation horizontale. S'il a une orientation verticale, je vais les placer de haut en bas. Si je veux être un peu plus fin avec le positionnement de mes objets, je vais devoir utiliser des layouts un peu plus subtils, comme les constraint layout, ou un peu plus anciens relative layout. Dans un constraint layout, je vais associer à chaque widget des contraintes de positionnement horizontal et vertical. C'est vrai, si vous faites de l'image, si vous faites des images avec des logiciels de logiciels 3D ou ce genre de choses, vous êtes habitué aux contraintes. Donc il faudra que notre vue soit parfaitement contrainte pour pouvoir l'utiliser. Si je veux, je peux utiliser un relative layout. Relative layout, ça veut dire que chaque objet, chaque widget dedans est placé l'un par rapport à l'autre. En disant par exemple, le bouton doit être sous le texte.
Ces layouts, on va leur donner des attributs de hauteur et de largeur. On va dire quelle est la hauteur du layout, quelle est la largeur du layout. Alors on a des mots-clés qui sont importants. Fill parent ou match parent, la nuance est subtile. Ça veut dire que ça prend tout l'espace disponible. Si je dis au contraire wrap content, c'est le plus petit possible, sachant que dedans je veux afficher tous les éléments que je lui ai demandé. Je peux également utiliser donc attribut orientation, qui permet de dire si je souhaite placer de haut en bas, donc verticalement ou horizontalement. Et puis j'ai le droit aussi de donner des informations de gravité. Par exemple, je peux lui dire que je veux une gravity bottom. Ça veut dire que tous les éléments que je vais placer seront positionnés avec une gravité vers le bas. Ou center, ou au contraire top, si je veux les mettre en haut. Alors voilà à quoi ressemble la déclaration d'un linear layout par exemple. Donc ici la première ligne elle indique simplement quels sont les attributs que je vais utiliser. Ça c'est par défaut, vous le laissez tel qu'il est là. L'orientation verticale ici, je peux changer pour mettre horizontale si je veux. Je lui indique la largeur de mon layout, donc ma vue va prendre tout l'espace disponible, c'est-à-dire tout l'écran, en match en largeur, en hauteur aussi. Gravity center, c'est-à-dire que quand je vais placer mes éléments, ils vont avoir une gravité par défaut qui va être au centre. Et puis, si je veux pouvoir récupérer ce layout dans du code, je vais pouvoir le récupérer sous le nom, sous le ID accueil. Je placerai mes widgets ici, et puis chaque élément qui est ouvert est fermé, comme quand on fait de l'HTML. Voilà les éléments que je vais pouvoir placer dedans, par exemple. Je place ici, par exemple, un widget qui est un checkbox, qui lui aussi aura une largeur et une hauteur, qui va contenir un texte. Ce texte, il va être décrit dans le fichier strings. Et dans le fichier strings, je vais chercher le texte associé à checkbox. Et puis, je lui indique que mon checkbox, ici, par défaut, il est check. De la même façon, en dessous, j'ai placé un edit text qui a lui aussi un ID que je pourrais récupérer, qui a lui aussi une largeur, une hauteur. Alors, il a un attribut hint. Cet attribut hint, il permet, lorsqu'il est vide, de laisser afficher le mot saisi. Et puis, dès que je vais venir commencer à le remplir, le mot saisi va s'effacer. Je vais également utiliser ici un attribut qui s'appelle input type. Cet attribut me permet de dire que dedans, je vais mettre que des valeurs décimales. Et du coup, lorsque je vais venir saisir une valeur dedans, eh bien, j'aurai le clavier juste avec les numéros qui viendra s'afficher. Bon, ça, c'est à titre d'exemple. Vous chercherez en fonction des attributs, en fonction des widgets que vous souhaitez, les attributs que vous voulez. Donc on s'arrête ici pour cette première vidéo et puis on va voir dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser tout ça en parlant des activités plus précisément et plus précisément du cycle de vie des activités. Donc rendez-vous sur notre prochaine vidéo.